Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Tiens, mais avant de rentrer en cuisine, je vais cueillir un petit fenouil. Bonjour. On a du boulot aujourd'hui, hein, faut pas qu'on traîne. Parfait. Nous voilà bien équipés. Alors aujourd'hui, on va évoquer et cuisiner, bien sûr, un plat hors d'âge, presque hors de culture, tant il s'est répandu dans le monde. Un plat qui serait né il y a très longtemps dans les steppes du Maghreb et dans la frange nord du Sahara. Je vous parle du couscous, bien sûr. On l'a évidemment interprété, on l'a évidemment adapté en fonction des pays, des cultures de chacun, jusqu'aux cultures des villages et des familles. Vous verrez d'ailleurs, on va rentrer dans ces familles, on va venir chez vous pour essayer de découvrir vos astuces, vos tours de main. Vous en avez forcément concernant le couscous. En tout cas, vous avez tous un souvenir de couscous. Alors tout d'abord, nous découvrirons la recette de couscous de notre chef Thierry Marx, empreinte de souvenirs d'enfance. Le couscous, c'est un plat convivial, c'est un plat à partager. Ensuite, je vais me rendre chez Yvan pour cuisiner un couscous d'origine juive marocaine. Une véritable source d'inspiration pour ma recette. Oh, le bas de madame. Tout neuf. Il y a les chaussettes à thé et il y a les chaussettes tout court. C'est ça. Notre voyage nous emmènera dans le quartier de Noailles, surnommé le ventre de Marseille, où il fleure bon les épices. Puis direction un café associatif parisien, à la rencontre de Fusia, qui va nous concocter un couscous rouge kabyle. Dès qu'on prend le fil, il y a toute la viande qui vient. Sans oublier Gwen et son couscous bocal. Mais pour le moment, place à ma recette et pour cela, je récupère une épaule d'agneau. Alors, l'épaule d'agneau, elle est là. On a enlevé l'os de la palette et on va donc la rôtir au four. Mais vous êtes d'accord, le meilleur dans l'épaule d'agneau, c'est les petites parties un peu croustillantes. Alors du coup, je me suis dit que on allait l'entailler à peut-être 2 ou 3 endroits pour créer encore plus de parties croustillantes. Peut-être que le chef va me dire que la viande lâche son jus, que c'est pas du tout réglementaire et académique. En tout cas, moi, ça me plaît comme ça. Inspiré par Yvan et par Thierry, j'ai choisi de faire un couscous d'influence marocaine avec de l'agneau croustillant, mais chacun le fait finalement à sa sauce. Et quand on regarde l'histoire du couscous, on comprend mieux que tout le monde se l'approprie. Le couscous, c'est l'exotisme qui s'invite à table. Ce nom amusant viendrait du berbère ksexou, qui signifie semoule de blé et donnerait son nom au plat populaire. Cela pourrait aussi venir de koskossou, qui est le terme arabe qui signifie poudre, mais peut-être aussi de kiskis, qui n'est pas le bruit du bisou d'une princesse du désert, mais le nom de la marmite qui permet de cuire à la vapeur. C'est dans le nord de l'actuelle Algérie, 2 siècles avant Jésus-Christ, sous le règne du roi berbère Massinissa, que le couscous fait son apparition. Le blé était moulu avec une pierre ronde afin d'obtenir une fine semoule, puis les femmes roulaient la graine avant de la cuire à la vapeur et de la déguster avec un ragoût de légumes. Tout le monde s'asseyait autour d'un grand plat et se servait à main nue. Il y a autant de couscous que de régions au Maghreb. Il peut être au poulet, à l'agneau ou au bœuf. À Alger, on le parfume à la fleur d'oranger. Dans le sud de la Tunisie, on le déguste avec des tripes. Au Maroc, on y ajoute des oignons confits, de la cannelle, des raisins secs et du miel. Et si c'est un peu pénible à digérer, un peu de lait de brebis caillé fait tout passer. Le couscous traverse discrètement la Méditerranée et on peut le lire très tôt chez Rabelais ou Pierre Loti. On retrouve la recette en 1929 dans le Grand Livre de cuisine et en 1940 dans le Manuel du cuisinier militaire, dans lequel il est expliqué que même mangé en grande quantité, ce plat laisse le soldat frais et dispo.
C'est vraiment en 1962, avec l'indépendance de l'Algérie, que le couscous se popularise. Les Pieds Noirs apportent leurs recettes dans leurs valises et Enrico Macias chante sa passion pour le couscous dans les transistors. Un couscous. La France entière s'assied bientôt en rond devant ce nouveau plat comme on le faisait autrefois, mais avec couteau et fourchette cette fois. Un couscous. Je commence par huiler mon épaule avec une huile neutre, parce que l'idée n'est pas de lui donner un goût d'olive, elle a suffisamment de goût en soi. Et on va bien la masser pour pas qu'elle se dessèche. Bonjour Salut Julie. les garçons, je ne peux que vous embrasser. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais. T'as les mains pleines d'huile là? Bah écoute, je suis un peu en train de masser mon épaule. Alors malheureusement, c'est pas exactement la mienne, mais je pense que ça va être bon à l'arrivée. Et je l'ai entaillée, tu vas peut-être me dire que c'est une bêtise, parce que je me rends compte que finalement, ce qu'on aime, c'est les petits coins. C'est vrai, ça va lui donner un côté un peu frit Oui. à la pièce de viande et ça c'est intéressant en termes de goût. Alors volontairement, j'ai pas pris de l'huile d'olive parce que je trouve que quand je le fais avec de l'huile d'olive, ça sent un peu trop l'huile d'olive. Alors que Oui. moi, j'aime bien avoir le goût Mais de tu la vas viande. ajouter... Mais je vais ajouter le ras el hanout. Oui, Alors le ras el hanout, tu connais bien toi cette Oui. épice. Alors en fonction de l'épicier chez qui on va l'acheter ou de la famille dans laquelle on va aller, eh bien, il y a une signature un petit peu différente du ras el hanout. Il n'y en a pas un qui est identique. On va mélanger la cardamome, on va mélanger le gingembre, on va mélanger un tas C'est pas d'épices. une épice, c'est un mélange Non, comme le c'est un- curry. C'est un mélange. On va... Alors bon, moi je ne veux pas vous dire que je l'ai fait maison, mais j'ai pris ça chez un bon fournisseur. Et d'ailleurs, ça sent très bon. J'aime bien cette odeur de cumin. Elle me rappelle les senteurs de Belleville, des fois, des quartiers où je suis né. Alors regarde, on va bien laisser nos petits quartiers, on pourrait dire, d'épaule séparés les uns des autres. Et je vais mettre tout ça au four. J'enfourne mon épaule à froid pour 2 heures de cuisson à 140 degrés et je m'attaque à la compotée d'oignons rouges, une préparation dans laquelle, selon les goûts et les origines, on ajoute du sucre ou du miel. Alors, on va commencer par ces fameux oignons. Je me dis qu'avec ces oignons qui sont naturellement sucrés, plus les raisins secs, j'ai peut-être pas besoin de rajouter de sucre. Alors le miel, on peut comprendre, parce qu'il y a un arôme, il y a un goût, il y a une texture qui peut nous faire plaisir. Mais le sucre, là, franchement, je trouve que c'est une Oui, c'est surdose. peut-être pas forcément indispensable. Après, tu sais, c'est forcément une question aussi de culture, de mémoire, de souvenirs gustatifs. En l'occurrence, toi, tu vas nous livrer le tien. C'était le couscous de ta grand-mère? Ah non, il n'y avait pas Non. de couscous à la maison. Mais il y avait quand même un couscous de quartier. J'ai la chance d'avoir des copains du Maghreb. Et en fonction qu'ils viennent du Maroc, Ah oui. de la Tunisie, de l'Algérie, on avait un couscous différent. Un couscous qui sera donc également d'inspiration marocaine, direction les cuisines du chef. Première étape pour notre chef, faire revenir dans du beurre 2 oignons blancs pour sa compotée. Alors je ne vais pas trop les laisser colorer quand même. Si vous avez des oignons très forts, vous pouvez mettre une cuillère à café de miel. Et moi j'évite tout ce qui est sucré. Donc je vais me contenter du sucre contenu dans les raisins. Donc j'ai fait infuser mes raisins une nuit avec un bâton de cannelle à température ambiante. Et je vais déglacer mes oignons avec. Je vais laisser cuire tout doucement. Je vais arrêter l'ébullition et je vais mettre ça sur un petit coin de mon fourneau et je vais un peu les oublier. Alors, volaille. Deuxième étape, notre chef s'attaque à la viande, une volaille qui servira aussi à l'élaboration du bouillon. Ras el hanout. Thierry y rajoute donc du ras el hanout, mais aussi du poivre blanc, du poivre noir torréfié, des graines de cumin, du curcuma et de la cannelle. Astuce du chef, à l'aide d'un chalumeau, il torréfie les épices pour mieux imprégner les arômes dans la chair, puis il intègre les morceaux dans 3 litres d'eau bouillante. Là, je vais commencer par les parties les plus longues. Donc, je mets mes cuisses à cuire, les hautes cuisses. Et je vais attendre quelques minutes avant de mettre mes suprêmes. Voilà, on voit que mon bouillon, il a pris une jolie couleur. Je vais ajouter mes blancs. Troisième étape, on passe à la taille des légumes en cylindre pour leur donner une jolie forme. Et quand l'ébullition du bouillon repart, on les intègre. D'abord les carottes et les navets. Maintenant, on peut laisser cuire 8 à 10 minutes avant de mettre les courgettes. Quatrième étape, Thierry Marx s'occupe de la cuisson des autres viandes qui composent le couscous, à commencer par la merguez. Les merguez, ça se pique toujours un petit peu au départ de cuisson pour pas qu'elles éclatent. Ensuite, il finalise ses boulettes, une recette inspirée de son enfance à base de bœuf haché, de coriandre et d'oignons. Et on met à cuire.
Il y rajoute 2 petits piments pour parfumer la viande et une fois cuite, il ne reste plus qu'à verser un peu de bouillon de volaille sur nos 2 viandes et couvrir pour garder la chaleur sans oublier de rajouter un bouquet garni. 5e étape, notre chef s'attaque à la semoule. Une fois hydratée et cuite, il est temps de la beurrer. Alors c'est la partie là plus ou moins agréable parce que c'est chaud, ça brûle. Alors je ne fais pas fondre totalement mon beurre, j'en mets un petit peu dans mes mains et je vais bien l'égrainer comme ça. Comptez 50 g de beurre, si possible rance, pour 500 g de semoule. Moi j'aime bien ce goût un petit peu fermenté du beurre rance. Et puis surtout prévoir un grand bac. Le couscous c'est un plat convivial, c'est un plat à partager. Donc faire un couscous pour moins de 15 personnes, c'est pas drôle. Voilà. On va repositionner la semoule dans le couscoussier, puis on va la réserver. Dernière touche personnelle de notre chef pour compléter ce couscous 2 étoiles, une salade de poivrons marinés généreusement accommodée de coriandre et d'huile d'olive. On va commencer le dressage. Sur la semoule, le chef dresse la compotée d'oignons, raisins et cannelle, agrémentée de pignons de pin. Un conseil, pour vous faciliter la vie, la compotée comme la salade de poivrons marinés peuvent être réalisées 24 ou 48 heures à l'avance. Légumes et volailles du bouillon sont dressés ensemble, accompagnés de pois chiches, cuits séparément. Boulettes de bœuf et merguez suivront pour donner un couscous riche aux proportions généreuses que notre chef relèvera avec un peu d'harissa pour les palais avertis. Voilà pour un couscous maison façon Thierry Marx. Alors, il y a plein de choses qui m'ont intéressée dans ton plat. D'abord, ce beurre rance que tu utilises, ça c'est traditionnel, rien n'est traditionnel, mais disons que ça revient souvent. On parle souvent de beurre non pasteurisé, c'est très à la mode, mais finalement les gens n'aiment pas le goût. Or, dans la culture du Maghreb, on aime ce beurre qui a ce côté un peu rance et qui va venir donner un petit goût intéressant. Plus prononcé que le beurre frais. Et souvent qui va donner du relief à ce goût de la semoule. C'est quand même... À la maison, comment on peut faire du beurre rance, c'est très difficile. C'est compliqué parce que le beurre en plus c'est un corps gras qui va très vite, si on le laisse reposer déjà à température ambiante, ça va pas être bien au niveau sanitaire. Et dans les frigos, il va absorber toutes les odeurs de frigo, donc on ne peut pas ouvrir une plaquette en se disant tiens, je fais du beurre rance. Non, là, il faut vraiment, je pense, prendre un vrai fournisseur. Mais ceci dit, on peut aussi faire avec un beurre non pasteurisé qu'on trouve chez les grands beurriers français, hein, je veux dire. Oui, c'est ça. Alors, regarde, là, je voudrais ton avis. Je suis allée chez mon boucher. Je lui ai demandé des morceaux de poulet et d'agneau, pour rester classique, qui soient adaptés à un bouillon. Mais attention, qui donnent du goût au bouillon, mais qui puissent se manger aussi, parce que je ne vais pas les jeter. Hein. Donc, il m'a dit pilon et collier d'agneau. Jusque-là, est-ce que tu es d'accord? Tout à fait d'accord. Le pilon, en plus, c'est joli, c'est pratique. Quand on va dresser notre plat, on va pouvoir redonner une forme un peu esthétique. Et le collier, je trouve ça extrêmement savoureux. C'est un morceau oui, c'est le coup, hein, c'est ça assez tendre et un peu gras, mais pas trop non plus. Pour faire dorer mes morceaux de viande, je privilégie la cocotte en fonte plutôt que le couscoussier. Avec ses parois épaisses, la cocotte est plus adaptée à la surchauffe. Il faut entendre ce bruit. Ça, c'est la bonne saisie. Spontanément, parce que j'ai vu faire ça en Inde où j'ai passé un peu de temps, je mets toujours les épices à cru, entre guillemets, c'est-à-dire à rissoler, plutôt que de les mettre dans un bouillon, dans un jus, dans une crème. Parce que je me dis que ça va enlever le côté poudreux. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, ça va pas enlever le côté poudreux, par contre, ça va te révéler les arômes, ça va les réveiller. C'est vraiment la chaleur aux rencontres de l'aliment, plein de réactions chimiques qui se passent et des développements de saveurs absolument extraordinaires. Donc mon cumin, par exemple, il vaut mieux que je le mette à ce stade plutôt que de le mettre une fois le bouillon tu le mets au début. Merci, spécialiste. On attend que ça dore? Alors, voilà. On fait toujours attention à la viande. Elle est bien rissolée d'un côté quand elle se détache facilement. Quand elle colle, c'est qu'elle n'est pas assez dorée. Elle n'est pas assez saisie. Je comprends. Ça, c'est un bon truc à savoir. En parlant de bons trucs à savoir, je vous emmène près de Paris à la rencontre d'Yvan, producteur de musique, pour cuisiner un couscous marocain, son pays d'origine. Je compte bien épuiser quelques bonnes astuces pour enrichir ma propre recette. Pas de doute, ça va swinguer. C'est joli par ici.
Yvan. Salut. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Pour un petit cours de couscous. Allez, on y va. Allez. Alors nous voilà dans la cuisine. Donc là, c'est un couscous d'influence marocaine. Parce que toi, tu es d'origine marocaine. Ouais, c'est un couscous d'influence juive marocaine que j'ai un peu revisité avec des goûts un peu plus sucrés. Yvan a pris pour habitude d'accompagner son couscous d'une compotée d'oignons au raisin, de pois chiches caramélisés et d'un confit de poivrons et de tomates, appelé chouchouka, et enfin d'une belle épaule d'agneau qui cuisent tous pendant des heures et des heures. J'ai du travail en perspective. Alors on s'y met? Vas-y, explique-moi. Là, on a une épaule qui est un petit agneau. C'est un agneau qui est jeune. C'est pour éviter d'avoir un goût de mouton, en fait. Mais il faut pas que ce soit du mouton. Il faut pas que ce soit du mouton. D'accord. C'est trop fort. Ah oui, bien sûr. Yvan enduit sa viande d'huile, de cumin et de miel pour sa fameuse touche sucrée. C'est vrai que c'est une des particularités de la cuisine marocaine. Hein. Au Maghreb, c'est vrai que c'est vraiment la cuisine la plus sucrée-salée. C'est vrai. Je badigeonne? Vas-y. La viande va ensuite reposer 1h30 pour s'imprégner des saveurs, ce qui nous permet de passer aux accompagnements fétiches d'Yvan, sa compotée d'oignons au raisin et sa fameuse chouchouka. C'est une salade de poivrons et de tomates. Donc, je prends des Chouchouka, poivrons d'accord. orange, jaune, rouge et vert. Traditionnellement, ça sert en entrée. D'accord, oui, c'est Et en ce fait, sens-là. j'ai détourné le truc parce que c'est tellement bon avec que maintenant, je la sers avec le couscous. Comme un accompagnement. Exactement. Tout comme Thierry, qui aime aussi l'associer à son couscous. Là, Super. j'ai avancé quelques poivrons. tu Alors, vois. tu les as fait confire comment? Au four? Non, non. Bah, maintenant, j'ai fait une autre tentative, c'est le micro-ondes, en fait. Ça marche aussi. Ah, ça, c'est ça, que au ça, micro? c'est micro-ondes. ça. Incroyable. Une technique de son cru qui permet de peler les poivrons en un temps record comparé au grill du four traditionnel. Malin Yvan. Finalement, ce couscous, il est typique de Rabat, de Casa, de ta famille. Ouais, c'est Casa Rabat, en fait, parce que les Juifs ont été très, très présents dans ces deux villes Bien sûr. pendant un siècle, quasiment. Donc, Et qu'ont apporté les Juifs au couscous maghrébin en général, à ton avis? Parce que c'est un couscous d'influence mêlée, finalement, ce couscous juif. C'est ça qui est intéressant. je dirais qu'il est moins rustique. Mais de quel point de vue? Attention à La ce taille que de la tu dis, hein. semoule, la taille de la semoule, Ouais. c'est-à-dire que C'est-à-dire les Arabes utilisent une semoule qui est très très épaisse, Ouais. qui est la grosse en fait, d'ailleurs qu'on trouve nulle part en fait ici. Il est moins riche en légumes, il y a plus de tomates. En termes de viande, ils travaillent beaucoup avec du bœuf et bon, pas de merguez, parce qu'en fait D'accord. la merguez c'est pas un truc marocain du tout. Ouais. Mais revenons à notre chouchouka. Les poivrons épluchés puis émincés en lamelles vont mijoter et surtout confire avec des tomates pelées temps pour temps, de la cannelle et du sucre roux. L'épaule d'agneau, quant à elle, est prête à être enfournée et abandonnée à 120 degrés pendant 8 heures. Mais pas le temps de se prélasser dans le jardin pour autant, car il faut maintenant se lancer dans la préparation du bouillon de légumes et de poulet. C'est vraiment un couscous très complet, hein. Ah ouais. Ensuite, préparation des épices. Alors, Alors, la ras à la magie. loutre. Un bas, Oh, le bas de madame. tout neuf, S'il te plaît. s'il te plaît. Je sais pas poser la question. Voilà, Il y a les chaussettes à thé et il y a les chaussettes tout court. c'est ça, voilà. Je n'y avais pas pensé. Donc tu coupes le bas. Ouais. Tu vas mettre les... Ah, parce qu'elles sont Ça. entières. Ça, c'est ton fameux ras à la loutre que tu as acheté au Maroc. Et l'épicier marocain d'Yvan y a mis des étoiles de badiane, différents poivres, de la cardamome, des clous de girofle et encore du massis, l'enveloppe de la noix de muscade. Les chaussettes. Attends, c'est pas fini. Pas bête l'idée de la chaussette. Ah oui. Les Alors. coriandres, tu vas mettre ça dans ton bouillon? En infusion. Ah bon? Ouais. D'accord. Et ça donne du goût. Mais grave. Ah ouais. Moi, j'aurais pas pensé, je l'aurais mis à cru. C'est très étrange ton truc quand même, hein. De quoi? Si on m'avait pas expliqué auparavant, ça, tu vois, je me serais inquiétée. En fait, c'est la couleur de la chaussette qui me perturbe. C'est ça. Le bouillon va mitonner 1 heure, nous pouvons donc nous occuper de la semoule qu'il faut dans un premier temps égrener, légèrement humidifiée. Mais pas de l'eau chaude, tu mets de l'eau Non, froide. de l'eau froide, D'accord. toujours. Faut qu'elle gonfle. Ouais, Pas de- qu'elle gonfle doucement, mais tu D'accord. vois, sans avoir un début de cuisson. Je couvre. Avec ça, et c'est parti pour 10 minutes. 10 minutes. Et les pois chiches? Tu m'avais pas dit qu'il y avait des pois chiches? Les pois chiches, elles ont trempé donc toute la nuit. Ouais. Là, j'ai fait une pré-cuisson dessus. Et puis ensuite, elles vont finir de cuire au bouillon. Je vais faire revenir la moitié de ces pois chiches dans un caramel. Donc elles vont être caramélisées, un petit peu collantes, très sucrées. Voilà, ça c'est mon truc. Moi, c'est ce que j'aime dans ces recettes hyper traditionnelles qui, pour le coup, ont même dépassé les frontières. Et ça évolue, ouais, c'est ça, ça Voilà, avance, c'est que ça chacun avance. s'approprie, Exactement. chacun le fait à sa façon. Exactement. Il y a une partie de souvenir, il y a une partie de tradition, et puis il y a une partie d'invention. C'est ça, C'est ça qui est merveilleux. c'est ça. Et donc là, on est parti pour jusqu'à ce que ça caramélise, en fait. Absolument. C'est ça. Hein. Absolument. La semoule cuite à la vapeur doit de nouveau être égrenée bien chaude cette fois-ci et mélangée à du beurre.
Et là encore, Yvan a modernisé la technique. C'est quoi ça? Ça, c'est important, c'est pour pas se brûler. Ah, Parce qu'en fait... parce que ça... Oui, bah oui, c'est très chaud. elle est, Ah, pas bête. Donc, voilà, je fais ça. Ah, parce qu'en fait, ta grand-mère, elle se brûlait, on est bien d'accord. Ma grand-mère se brûlait, absolument. Et oui, non, tant qu'on peut éviter de se faire mal. Voilà. Ok, vas-y, Ah essaie. ouais. Non, mais moi, je vais le faire comme ça. Non, 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 comme ta non, grand-mère, pas non? comme ça, t'es dingue. Mais si. Mais non. Allez. Mais non. Mais si, une Vas-y, petite émission amuse-toi. fakir. Amuse-toi. D'accord. Bon, je repasserai pour l'émission fakir. Et on remet quoi, 10 on remet. minutes? Et on remet 10 minutes. On remet 10 minutes. Et ces opérations seront renouvelées une dernière fois. Il ne reste plus qu'à dresser le couscous dans le beau plat familial traditionnel. Ce qui est beau, tu sais, c'est non seulement les odeurs, mais aussi les couleurs. Ouais. Sans oublier le bouillon, la compotée d'oignons au raisin, la chouchouka et les pois chiches caramélisés. C'est le moment de vérité. Comme de coutume, toute la famille est réunie pour déguster l'incontournable couscous d'Yvan. Oh là là. Waouh. Bon, alors, allez, je sers. Yvan, lui, découpe l'épaule d'agneau, confite à souhait. Là, je découpe l'agneau qui a même pas besoin de couteau, en fait. Tu vois, juste, il se détache tout seul. C'est du beurre. Eh, merci, vraiment merci Yvan, merci à tous de m'avoir accueilli. Parce que ça, c'est un privilège. Alors, les petits pois chiches caramélisés, ça, c'est la Yvan Touch. C'est ça. Ouais, Tu vois, intéressant. ça se mélange bien. Absolument. Le couscous d'Yvan est un régal. Ses multiples associations sucrées-salées en font une déclinaison plus qu'originale. Sans parler de ses astuces que je vais m'empresser de lui piquer. Mais retournons à ma recette. Et pour cela, Thierry va m'aider à faire mon propre bas d'épices, inspiré par Yvan, que je remplis avec de la cannelle, une bonne cuillerée à soupe de poivre cubeb, une de poivre long et une autre de poivre noir. Sans oublier la coriandre, une étoile de badiane et des grains de cardamome. Je termine ma petite chaussette magique. Je rajoute, allez, on va dire 30 grammes de gingembre frais. L'idée, c'est d'éviter de mettre des poudres, à part peut-être le cumin, mais qui a été torréfié, parce que sinon, on va avoir de la poudre en bouche, non? Exactement. Je te laisse, je fais un petit nœud. Bah oui, je veux bien. Il est temps de faire revenir les pilons de poulet dans les sucs du collier. Nos petits pilons. Et une nouvelle fois, je rajoute un peu de cumin. On est pas mal, là. On est bien. On est bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Si tu dis qu'on est bien, on va remettre notre collier et on va déglacer avec notre eau. Voilà. Alors, si tu déglaces, faut pas hésiter à, là, pour le coup, À mettre beaucoup balancer un d'eau. peu Ah de oui. chaleur, vraiment y aller à fond. Il faut vraiment que moi j'adore ça, appeler ça le coup de tonnerre. Vraiment qu'on décolle bien tout, voilà. Tonnerre. Et hop, on éteint. Mais vraiment, pas hésiter à lancer la machine Le à fond. feu à fond. Voilà. Alors on plonge notre petit ballotin d'épices et on va rajouter, regarde. Ça, je trouve ça plutôt malin aussi. La coriandre, évidemment, a priori, on ne se sert que des feuilles à la fin, toute fin pour décorer et aromatiser si on veut. Mais les tiges, ça donne beaucoup de parfum. Ouais. Et moi, j'aime bien les Faut mettre. couvrir. Moi, j'attendrai un petit peu. Ah, L'idée de la coriandre, c'est un produit que j'adore, qui donne une fraîcheur au plat absolument hallucinant, qui donne un relief au plat absolument hallucinant. Mais quand on le met trop tôt, ah d'accord. il se passe plus rien. Donc, Ah bah, deux vous faites bien de me le tiers dire, les gars. cuisson. Ok chef, c'est noté. Si les tiges de coriandre, ce n'est pas pour tout de suite, j'incorpore dans la cocotte un oignon, quelques pistils de safran, puis je laisse le tout mijoter 45 minutes. Ça te va? Bon, c'est parfait. Ah, le sel. Peut-être en mettre un peu quand même. Un peu de gros sel au Un peu de départ. gros sel, une petite cuillère à soupe, ça te Voilà. va? Puis on en rajoutera si besoin, mais vaut mieux pas en mettre trop au début. Bah non, parce qu'on va réduire. C'est ça. Donc on va réduire et donc on risque de sursaler le produit. Alors moi, il y a une chose qui a retenu mon attention, entre autres, dans ta recette, c'est cette tombée d'épices que tu mets sur ton poulet. Oui. Et après, tu vas passer le chalumeau. Oui. Ça fait vraiment pénétrer les épices, ça? Bah alors, on est sur l'idée du barbecue. Finalement, il y a un contact avec la flamme, il y a un dégagement avec la matière grasse sur la viande et on a un échange qui est assez intéressant en termes de saveur. Si vous voulez venir voir, je peux. Ah, ben, Petite on démo à revient. l'appui. Attends, je couvre parce qu'il faut couvrir pour que les arômes restent. Alors, raconte-nous tout, les épices, le chalumeau. Juste la mini-expérience, effectivement. Quand on est un peu pressé ou qu'on veut juste donner un petit réveiller un peu un plat, un chalumeau. Alors, bon, là, j'ai mis du poivre comme ça. Petit coup de. Tu vois, ça. Tout de suite, tu vois, ça. Les petites fumées, là.
T'as vu? Ah oui, carrément. Thierry parle d'odeur de barbecue. Ah oui, t'as raison. C'est exactement On a ça. l'odeur Ça du vient poivre, mais on a réveiller aussi l'odeur du directement. Alors, soit une poêle, soit un four, Oui, ça même marche sur le aussi grill. à sec dans Il une faut une poêle. chaleur très vive et très intense sur le produit. Et donc, même avant de mettre dans la chaussette, tu aurais pu passer un tout petit peu au chalumeau tes épices. Tu les fermes dans la chaussette et clac, tu les planches tout de suite. Et on ne met pas le chalumeau sur la chaussette? Non, là, on va revanche. éviter, sinon... Mais là, ça devient un ingrédient à part entière. Je prends un exemple, un carpaccio de poisson, une très bonne huile d'olive, une fleur de sel. Et ce poivre torréfié à la minute, concassé dans un mortier que tu mets sur ton carpaccio, Bien sûr. c'est un ingrédient, vraiment. Torréfier le poivre et les épices pour diffuser leur saveur, une bonne astuce que je ne manquerai pas de reproduire. Et en parlant astuce, coup de main, je vous propose de venir avec moi à la rencontre de Fusia, à Paris dans le 14e arrondissement. Paris t'es belle, la tour Eiffel, Paris football, c'est rock'n'roll, à l'étoile rouge, Paris ça bouge, s'il ne nous reste plus qu'à traîner dans les rues s'embrasser. D'origine berbère, Fusia cuisine un couscous que l'on appelle le couscous rouge. Et régulièrement, elle se rend ici, au Moulin à Café, un lieu associatif de quartier pour partager son plat et ses saveurs avec le plus grand nombre. J'ai des envies. Bonjour Fusia, comment vas-tu? Ça va et vous? Avec Anna, qui gère le café associatif, elles n'ont que quelques heures pour tout préparer. Elles s'attaquent donc en premier à l'agneau, coupé en gros morceaux, avant d'être mis à mariner avec des oignons émincés, de l'ail et de la tomate. Et pour en récupérer la chair, Fusia a une méthode bien à elle. Ah, tu laisses la peau sur le côté. Voilà, tu la tiens, et après la peau, on le jette. Pour le côté rouge et le parfum, Fusia ajoute aussi du concentré de tomate, une bonne cuillerée de harissa, mais aussi des épices, du paprika, du poivre, du sel bien sûr, et l'indispensable ras el hanout. On va mélanger. Ouais. Donc, je mélange avec mes mains. Voilà. Ouais. On la laisse là? Oui, on la laisse là. Ok, je la remets au centre. La viande est ainsi abandonnée 1 heure pour se charger de saveurs et pendant ce temps-là, Fusia en profite pour commencer à travailler sa graine. Là, maintenant, on va préparer les grains de couscous. Et je le fais revenir C'est un quoi, petit peu. c'est pour éviter que ça colle? Oui, exactement, voilà, tout à fait. Et surprise, elle rince une première fois sa semoule pour enlever poussière et résidus avant de l'imbiber d'eau et de commencer à l'égrainer. Donc tu quoi, tu la frottes? C'est Ouais, comme voilà. une pâte à crumble. Exactement. Pendant ce temps, Anna réalise un chapelet de viande, une véritable astuce maison de Fusia. Je pique au milieu? Oui, tout à fait. En fait, le but, quand on le met dans la sauce, après, quand il sera cuit, on n'est pas obligé de ramasser d'une, l'autre. Dès qu'on prend le fil, il y a toute la viande qui vient. Fait un nœud comme ça, il ne va pas se défaire en cuisson. Hein. Il ne reste plus qu'à plonger ce chapelet dans l'eau frémissante du couscoussier et c'est parti pour 1 heure de cuisson. C'est un couscous pour 200 qu'on est en train de faire là. Pour aromatiser ce bouillon de cuisson, nos cuisinières ajoutent les ingrédients qui ont servi à faire mariner la viande. Pour rappel, les oignons, l'ail, les tomates et les épices multiples, puis elles intègrent des pois chiches déjà pré-cuits. Comme ça, ils vont absorber de la sauce. Et les légumes, carottes, navets et haricots verts viennent aussi prendre un coup de chaud dans le bouillon. Voilà. On ne lésine pas sur les épices pour parfumer le couscous. De la coriandre, du paprika. Si, pour le goût, pour la couleur aussi. Hein. Et oui, la fameuse couleur rouge du couscous kabyle. Allez. C'est trop bon. La semoule peut désormais filer en cuisson avec une dernière astuce, un papier aluminium entre les 2 casseroles pour rendre le couscoussier plus hermétique. Et comment on voit que c'est cuit? Si on touche, ça ne colle pas, c'est que c'est cuit. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 30 minutes plus tard, les clients sont arrivés et la semoule est prête. La viande, bien rassemblée grâce au chapelet, facilite le dressage mené tambour battant. Voilà, C'est la meilleure. Ouais. D'accord. Allez, c'est bon. C'est parti? C'est parti. Antoine! Pari réussi pour Fusia. Aujourd'hui, une trentaine de personnes découvrent son couscous rouge, un couscous kabyle dont ils se souviendront, j'en suis sûre. Moi,
moi, ça m'a vachement donné envie de le goûter, de le partager, ce couscous. Ah oui. Et j'ai appris plein de choses. Ouais. La viande attachée ensemble, le chapelet de viande, c'est très intéressant. C'est tout bête, mais... Maintenant, il est temps de s'occuper des légumes. Carottes, courgettes, navets, potirons, fenouil, mais aussi un chou rave, un légume ancien qui s'associe pour moi parfaitement à ce plat. Alors en revanche, ça nécessite quand même un peu de cuisson, donc je vais les mettre avec mes carottes. Hop. Alors la taille des légumes, est-ce qu'elle a une importance dans la restitution du goût et puis l'esthétique, bien sûr? Là, tu avais des carottes jeunes, donc c'était intéressant de les laisser tailler dans la verticale. Et puis on va quand même pousser un peu ces légumes en cuisson. Ouais, vouloir fondant. Un peu confit, quoi. On va les vouloir fondant, on n'est pas à chercher le légume légèrement croquant. Donc plus il va avoir de taille, plus il aura de la tenue. Les fèves, un peu plus tard? Ah oui. Puis alors là, pour le coup, moi j'aime bien les laisser un petit peu croquantes et mettre quelques grains de sel dessus. Récapitulons les temps de cuisson. Les viandes ont cuit dans le bouillon pendant 45 minutes. Pour assurer une bonne cuisson des légumes, incorporez d'abord les légumes les plus fermes, carottes, navets, fenouil et chou rave. 15 minutes après, ajoutez les fèves et le potiron. Et 20 minutes avant la fin, les plus fragiles comme les courgettes. En tout, ça va faire 1h30 de cuisson, ça va? C'est ça. Alors, moi, je vais essayer aussi de briller par mes bonnes idées, mais en fait, la bonne idée, elle est millénaire, c'est de ne rien jeter. Alors ça, figure-toi que j'ai vu ça au Maroc. Ils gardent la fan de carotte, donc ils vont l'éplucher, les feuiller, la laver, bien sûr, la concasser, la ciseler, et ensuite, ils l'intègrent à la graine de couscous. Et ça donne un petit goût acidulé. Moi, je l'ai utilisé en salade. Je ne connaissais pas le fait de la réutiliser dans le couscous. Mais je trouve ça intéressant. Ouais. Bah, tu vas me dire. Alors les gars, on a parlé de la viande, du bouillon, des oignons, des épices, mais il y a quand même un produit constitutif du couscous. Le pois chiche. Moi, je les ai fait tremper pendant 12 heures, dans l'eau évidemment, et ensuite je les ai cuits dans une autre eau pendant 1 heure. Et après, je vais les terminer au bouillon. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est au moins 12 heures, je dirais. En fait, voilà des expériences. J'ai pris toujours la même masse de pois chiches. Et puis on a la laissé... même origine, le même âge. Tout pareil, voilà, c'est ça. Et là, on voit les étapes. Alors j'ai caché les numéros, maintenant je peux vous les montrer. 6 heures. 15 heures, 20 heures. Donc toi, tu as mis 12 heures, c'est ici. À partir de 12-15 heures, il ne se passe plus rien. Il faut donc un trempage minimum de 12 heures avant de penser à cuire les pois chiches. 1 heure, ça suffit, tu crois? Parce qu'après, je vais les recuire une demi-heure dans mon bouillon. Une heure, ça me paraît juste, sauf si tu prends l'astuce de mettre, comme faisaient nos aînés, une petite pointe de bicarbonate. Le retour du bicarbonate, votre produit favori. Mais oui, parce que alors, le bicarbonate, il va agir sur cette peau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'attaquer comme des petits ciseaux, t'imagines, des petits ciseaux, mais à l'échelle des molécules. Il va la couper, et donc l'eau va rentrer beaucoup plus facilement. Ça va se dissoudre mieux, et donc ça va accélérer la cuisson. Une cuillerée quoi? À soupe de bicarbonate? Ah non, café. Même pas. Café, une demi. Mais revenons à nos différents temps de trempage. Tu vois quand même que l'eau est de plus en plus trouble. C'est-à-dire que les protéines vont sortir du pois chiche. Et d'ailleurs, on voit cette petite écume. Et je donne 2-3 coups de fourchette. Ça mousse. Et ça y est, ça mousse. On a réfléchi il n'y a pas longtemps là-dessus. On s'est dit, ça peut être un agent moussant vraiment intéressant. On prend cette eau de cuisson, on va le monter comme un blanc en neige. Ça peut être un substitut d'œuf. Les véganes qui ne mangent pas d'œufs pourraient imaginer une mayonnaise avec cette eau de cuisson des pois chiches. Ah tiens, je vais le noter, ça c'est une bonne idée. Retenez que si vous voulez accélérer la cuisson des pois chiches, il vous faut ajouter une pointe de bicarbonate dans l'eau de cuisson. Et surtout que l'eau de trempage des pois chiches peut aisément remplacer le blanc d'œuf. Et ça, c'est un scoop. Alors, maintenant, je voudrais te faire découvrir Gwen, qui, elle, cuisine le couscous, alors vraiment à sa façon. Elle le fait sans couscoussier. Ça fait partie des petites astuces qu'on aime bien. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de faire le grand couscous royal non plus, Oui, et puis, moi, je pense toujours à la chambre d'étudiants, les copains à recevoir. Tiens, je peux peut-être te rendre ce qui me paraît intéressant de mettre maintenant. Ah, s'il te plaît, merci. Tes pieds de coriandre. Mais que de coriandre. Et c'est parti. C'est au cœur de la capitale que j'ai rendez-vous avec Gwen, une ancienne prof de mathématiques qui a troqué son équerre et ses craies pour devenir créatrice culinaire. Et pour réaliser son couscous, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a une recette très originale. Donc voici l'ustensile clé de mon couscous. Il me sert de couscoussier pour cuire et conserver. Dans ce bocal d'1 litre, elle prépare un couscous pour 2 personnes. Comme Fusia ou Yvan, elle commence bien évidemment par la viande. Je prends ma tranche de gigot.
qu'elle a aromatisé de ras el hanout maison. Puis elle ajoute des oignons, du concassé de tomates et un bouillon cube de légumes délayé dans 1 litre d'eau. Et je laisse frémir à petit feu. Pendant que tout ça réduit tranquillement, Gwen découpe carottes, navets, poivrons rouges et jaunes qui cuiront dans le bocal. Il est temps de s'occuper de la semoule. Je vais humidifier ma semoule. Gwen l'humidifie, la graisse un peu et la réserve. Jusqu'ici, rien d'étonnant. En revanche, pour sa cuisson, elle a une nouvelle fois une méthode originale où la feuille de chou a un rôle majeur. Je vais faire blanchir mon chou pendant environ 2 minutes. Parce qu'en fait, ça va me servir de panier vapeur. Gwen va donc utiliser les feuilles de chou pour séparer la semoule des légumes et permettre une cuisson vapeur dans le bocal. Malin ce tour de main. Après 45 minutes de cuisson, Gwen remplit son bocal. Viande, légumes crus, puis bouillon. Petite astuce pour éviter de mouiller la semoule, verser le bouillon jusqu'à mi-hauteur. J'ajoute quelques pois chiches. Des pois chiches cuits en amont et pour couronner le tout, Gwen ajoute sa feuille de chou. Je la presse bien contre les légumes et elle va pouvoir contenir la semoule sans que le bouillon ne touche la semoule. Et voilà pour la fin. Le couscous va ensuite cuire au bain-marie. Et pour caler son bocal, Gwen a encore une bonne idée. Elle utilise un torchon et le bocal reste droit. Et une fois que ce sera à ébullition, j'en aurai pour 2 heures de cuisson. À partir de là, le couscous de Gwen peut être soit conservé, soit dégusté immédiatement. Une recette hors des sentiers battus qui nous rappelle que le couscous peut être interprété de 1000 façons. Côté cuisine avec Thierry, il nous reste encore du grain à moudre, ou plutôt de la graine. Alors la graine, oulala, on s'attaque à la partie peut-être la plus discutée de la recette, la cuisson de la semoule. Déjà, il y a le choix de la semoule, fine, moyenne, ce que j'ai fait moi, toujours sous sens du consensus, ou grosse. J'ai une science à géométrie variable sur le couscous. Ah, à chaque fois que je suis dans une communauté ou dans une autre, je me laisse influencer. Donc, c'est ce qui fait ta qualité. Il m'arrive d'aller à la Goutte d'Or manger un couscous et qu'on me dit semoule fine. ah ben non mais c'est semoule fine, d'aller au marché de Noailles et de dire ben pas du tout, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas ça du tout. C'est le dernier qui a parlé qui a raison en fait, Exactement. c'est ça en matière de couscous. Exactement. Pour nourrir la semoule avant sa première cuisson, je l'arrose d'eau froide, comptez presque 10 centilitres pour 100 grammes, et j'ajoute un filet d'huile d'olive. Ça paraît beaucoup, mais en fait, elle absorbe très très vite sa graine. Et Oui, là, mais- j'ai mis 75 centilitres pour 1 kilo. Une graine, selon que ce soit fin ou assez épais, ça va prendre entre 3 et 10 fois son poids d'eau. Oui, la preuve, c'est qu'elle absorbe là. Mais là, tu mets de l'eau qui n'a pas de goût, en fait. Et peut-être Bah non, ça aurait c'est été sympa de mettre un bouillon de légumes, par exemple. Ah, t'as raison. Ah, attends, rien n'est perdu. Allez, on fait ça à la bonne franquette. Je rajoute une petite louche de bouillon de dernière minute. Donc en fait, le but de cette opération, c'est d'hydrater le couscous, éventuellement de lui donner un goût à travers le bouillon, de le graisser, tu me disais d'en mettre un petit peu, mais aussi de l'égrainer. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, c'est ça, hein? Ce qui fait naître le désir de manger un couscous, c'est de voir une semoule qui nous semble légère, C'est une sûr. graine aérienne comme ça. Absolument. Et d'ailleurs, quand la poudre d'or. Et souvent, c'est les femmes qui font ça. Ouais. Quand on les voit aérer la semoule à grande brassée, et elles la roulent comme ça. Et je trouve ça magnifique. Notre graine est désormais prête à passer à la vapeur dans le couscoussier. Avant de mettre notre couscous, qui est donc maintenant bien humidifié, on va utiliser nos fans de carottes, vous vous souvenez? On les avait effeuillées, enfin c'est Thierry qui l'a fait, hein. Et ensuite on les a lavées et on les a ciselées comme on dit. Et maintenant on va les mettre dans notre panier pour les faire tomber à la vapeur. C'est quoi les proportions en fait de graines par rapport au nombre de personnes? Moi, je suis assez généreux dans la graine, donc je fais 100 grammes par personne sèche. C'est-à-dire Mais- 1 kilo 10 personnes. Voilà. Le temps de transvaser le bouillon et les légumes dans le couscoussier pour que la graine bénéficie des arômes et la cuisson pourra commencer. Allez, on met un linge autour pour bien sceller et on va laisser cuire. C'est parti pour 20 minutes à la vapeur et j'en profite pour replonger mes pois chiches dans le bouillon de légumes, histoire qu'ils en prennent toute la saveur. C'est parti.
Alors pendant ce temps-là, je vous propose un petit voyage. Alors on ne va pas traverser la Méditerranée, mais on s'arrête juste avant. On part au marché de Noailles à Marseille. Super. Et là-bas, on sait ce que c'est que les cuisines communautaires, on sait ce que c'est que les épices. Et en plus, on aime bien s'en jeter un petit entre commerçants, tu vas voir. C'est pas faux. Direction Noailles, un quartier emblématique de la ville de Marseille, à 2 pas de la célèbre Cannelière. Surnommé le ventre de Marseille, Noailles est connu pour son marché quotidien et son ambiance populaire. Mon guide du jour, c'est Jamel, un commerçant de quartier. Et je me rends compte assez rapidement qu'ici, tout le monde se connaît. Ça va la famille? Ça va? Bien, Rachid. Ça va? Ça va, Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oui, je viens de recevoir ça. Ali, c'est le spécialiste des épices de Noailles. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Il est incollable. Qu'est-ce que tu as? Alors voilà, je sais qu'à chaque fois on me sort des trucs épices à couscous, mais épices à couscous, c'est vaste ça. En majorité, ce que tu trouves. Là-dedans, je mets beaucoup de gingembre, du clou de girofle, de la noix de muscade, de la cardamome et du poivre. Pour Ali, la priorité dans son magasin, c'est la convivialité. Tout est ouvert, les gens viennent goûter. Et quand ils voient, ils reviennent automatiquement. Celui qui goûte est tombé dans les pièges. C'est fini. Mais continuons notre visite dans ce quartier populaire. Au détour des ruelles, Jamel nous fait découvrir un haut lieu de Noailles, la quincaillerie Empereur, tenue par Laurence, une de ses amies. Ça va, Laurence? Ça se passe? Ouverte depuis 188 ans, cette maison familiale est la plus vieille droguerie de France, une véritable institution. S'il y a un endroit à Marseille, voire même dans la région, où on cherche quelque chose qu'on ne trouve plus, ça sera ici. Si dans cette boutique on trouve des ustensiles de cuisine traditionnels, on découvre aussi des articles plutôt insolites. Ce tourne-broche qui supporte un gibier de 50 kg, tourne-broche pour le méchoui. Alors, nous avons un épluche pastèque ici, un détrogne chou-fleur, un casse-carotte de chocolat, un pic-olive, une cotte de maille, un masticateur, une pince à volaille, un couteau manchot, un décapiteur d'œufs. Vous l'aurez compris, cette quincaillerie regorge de trésors. Si Laurence est la 6e génération de la famille Empereur présente à Noailles, dans ce quartier, sa situation est loin d'être un cas unique. Certains, on s'est connus très très jeunes, puisque nos parents étaient déjà sur la place. Nous, on a pris la suite. Noailles, c'est le village, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde sait. On rigole ensemble, on pleure ensemble. Je pense que c'est ça un petit peu qui fait la spécificité de ce quartier. Voilà, on n'est pas comme les autres. Et tant mieux d'ailleurs. Dernier arrêt au café Prinder, tenu par la famille de Paul, la patronne, depuis, excusez du peu, 1925. Un lieu incontournable pour se retrouver entre voisins et s'attabler, histoire de partager un bon couscous entre amis. Dans la famille de Mustapha, la recette algérienne du couscous à la semoule d'orge n'a pas pris une ride depuis 1921, soit 4 générations de cuisiniers à Noailles. Mange. La particularité, c'est qu'on le fait avec les lentilles, l'haricot blanc et le noir, pommes de terre, carottes, pois chiches. Avec la semoule de blé, c'est carottes, courgettes, navets, choux. Bon appétit à tout le monde. C'est bon, excellent. Alors si chaque couscous est différent selon son pays, sa région d'origine, voire la famille qui le prépare, tous ont en commun ce côté convivial. En parlant de partage, nos invités ne vont pas tarder à arriver. Il est temps de terminer notre couscous. Bon alors on y va? On coupe la chauffe, voilà. Ah, pas bête. Donc je prends un beurre très froid. S'il y a quelques secondes encore on parlait de plaisir, c'est une étape pas vraiment agréable qui m'attend. Incorporer le beurre bien froid dans la semoule qui sort à peine du feu. Histoire de rendre ça un peu moins douloureux, je vais donc copier Yvan et enfiler les fameux gants de cuisine en caoutchouc. Pas folle la guêpe. Faut être honnête, mais bon, c'est peut-être mieux que rien. Mais entre nous, pourquoi on est obligé de le faire avec les mains? Bah parce qu'avec les pieds, on n'y arrive pas. Faut être plus souple. Faut être beaucoup plus souple. Ah, ça commence à chauffer. Regarde l'autre planqué là. Ah ouais, je me regarde faire. Moi, mais Thierry, il parle, dit, il faut jamais se méfier de la théorie. Moi, je suis dans la théorie là, donc ça me rassure. C'est ça, voilà, t'as raison. Non, mais de temps en temps, c'est pas mal de passer de l'autre côté. Bon, allez. Finalement, l'astuce de mon copain Yvan, elle est pas mal, hein, quand même, hein, tu vois.
faut dire que c'est quand même assez magique ce c'est grain-là. beau, hein. C'est très très beau. Ah ouais, c'est superbe, on se croirait dans une mine d'or. Voilà. Et alors Thierry, à partir de là, on laisse cuire 20 minutes. 20 minutes à encore. nouveau. On va encore égrener une fois. Et puis on va passer à table. Hein. Puis il faut dresse. manger le couscous. Hein. Il y a un moment où il faut le manger quand même. Pendant que Thierry découpe l'épaule d'agneau rôti au four, je dresse mon couscous d'inspiration marocaine, de façon familiale et généreuse. J'y mets une base de graines, où l'on retrouve mes fans de carottes. Je dispose agneau et poulet, puis j'ajoute mes légumes, ma compotée d'oignons au centre, et je parsème de pois chiches, avant de décorer de quelques feuilles de coriandre. Voilà, et on va terminer avec la coriandre. Et c'est prêt. Je rejoins Thierry et Raphaël qui terminent de dresser la table avant d'accueillir nos invités. Bonjour Mathieu Joniot d'Allier, critique gastronomique. Bienvenue. Ça sent un peu le couscous. Oh, ça sent bon. Et Irène Carsanti, spécialiste de la cuisine pied noir. Le dernier à nous rejoindre, et pas des moindres, c'est Maman, Fier de vous recevoir. restaurateur algérien de la Butte aux Cailles et véritable figure parisienne du couscous. Alors installez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment ça se sert le couscous pour que ce soit à la fois joli et pratique? Il y a un rituel. Vous savez qu'à l'origine, ça se mangeait avec les doigts Ben oui. et qu'il y avait un plat autour de la table et tout le monde piochait. Moi, c'est comme ça que je l'ai mangé au Maroc. Mais c'est pas très pratique. Alors, maman, vous faites un couscous originaire d'où? Algérie. Algérie. Mais alors, il y a des couscous en Algérie. J'imagine que le couscous des villes n'est pas celui du Sahara. De Bijaya. Il y a autant de couscous que de familles, en oui, fait. c'est ça. Ça sent divinement bon. Hein. Alors, mangez parce que je suis pas sûre déjà que ce soit très très chaud. Et la merguez alors? Alors, surtout pas de merguez. Voilà, Ah, c'est les non. Pays-Noirs qui l'ont emporté. Non, mais la merguez, ce sont les restaurateurs parisiens qui ont mis des merguez dans le couscous. Comme le couscous royal, quoi. Voilà, exactement. Moi, je mets de la merguez parce que j'aime bien l'odeur de la merguez. Voilà, moi aussi j'aime bien. Moi, j'ai été élevé entre Belleville et Ménilmontant. Dans la rue des Écouffes, par exemple, il y avait un boucher qui faisait une merguez absolument sublime, qui grillait au brasero. Là, ça sentait dans toute la rue. Et ça nous attirait quand on disait c'est ça le couscous. Alors que bien sûr, on n'avait pas la connaissance ni de l'Algérie ni du Maroc. C'est une odeur populaire. Ouais. C'est une odeur populaire. Et ça met en appétit. Et ça met en appétit. Ça met en appétit. Moi, j'aime beaucoup l'idée des fans de carottes dans la semoule. Ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai. C'est original et ça apporte quelque chose. Qu'est-ce qui différencie le couscous de Maman, aussi bon soit-il, des autres? Pourquoi est-il largement au-dessus? Chez Maman, ce qui est magnifique, c'est sur la butte aux cailles. La graine est hyper belle et légère, le bouillon est aromatique et délicieux. Il y a les habitués du coin qui viennent refaire le monde à cet endroit-là. Ça, pour nous, c'est ça le vrai couscous. C'est-à-dire c'est le partage, être ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays d'origine du couscous. Et voilà, aussi. le couscous, c'est la mais... fête du partage. Ouais. Et pour revenir juste à chez Maman, parce que je voulais juste dire une chose de plus, c'est qu'on a su que quelques sans-papiers pouvaient venir manger chez lui et qui ne payaient pas. J'ai quelqu'un qui vient qui vous dit que j'ai faim. J'ai pas le courage de lui dire non, je ne peux pas te servir. Pour moi, ça, c'est aussi la beauté du couscous et comme on est là. C'est l'illustration de sa générosité, oui. Ah ben, je vois que quand même, ça va, ça passe. Oui, bien sûr que c'est délicieux. Ah, c'est gentil, merci. C'est un très bon couscous familial. Il est temps de passer au couscous du chef, un véritable festin en perspective. Ah, les boulettes. Les boulettes, oui. Les boulettes de ma maman. Ah, je vais faire une photo. Oh là là. Et ça, c'est quoi alors, Thierry? Un petit peu de fromage blanc concombre. Fromage blanc, tu nous as fait un petit tzatziki. Oui, c'est le passage. Ah ben, on y va. Alors les merguez, du coup. Ah bah écoute, je trouve ça pas mal du tout. Tu t'es converti à la merguez. Les oignons confits aussi, là, c'est délicieux. Alors Thierry, ces boulettes? En fait, j'allais à l'école qui s'appelait l'école Pelleport. J'avais des copains camerounais, sénégalais, algériens, marocains. Et j'ai un copain qui me disait « Ah non, mais les boulettes de ma mère, c'est... Oublie, c'est... » Et un jour, j'ai regardé sa mère faire des boulettes avec du bœuf haché, de l'oignon mélangé, de la coriandre fraîche, de l'œuf, de la farine et de la mie de pain. Elle panait ça et après, elle arrosait ça avec le bouillon du couscous et elle cuisait les boulettes. Et au dernier moment, elle mettait de la coriandre hachée. Il m'a fallu 25 ans pour décoder ça. Mais je mangeais ce couscous avec les boulettes. Pas de merguez, pas de poulet, juste les boulettes de bœuf.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du couscous du chef? Le chef, il est très bon, il est très bon. Les deux étaient vraiment plaisants et intéressants et délicieux. Et dans le plat de Julie, je trouvais que il y avait une espèce de grand tourment d'amour comme ça qui était dans la complexité. Et que là, d'amour. ça existe aussi, mais en masse d'attention, c'est sûr. beaucoup plus skisé. On a l'impression qu'il est analysé et offert aussi dans une autre compréhension. Oui, J'adore cette psychanalyse du couscous. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, j'avais pas pensé à ça. Bon, mais je pense que c'est une conversation sans fin, un débat sans fin sur un plat que nous aimons tous. La preuve, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il divise, il réunit, il nous permet de traverser les siècles et de traverser les frontières aussi de nos pays. J'espère surtout que ça vous a donné envie de vous mettre au fourneau, d'essayer nos astuces, de vous les approprier, de nous apporter les vôtres et de réunir vos copains autour d'un bon couscous traditionnel ou revisité. À vous de voir. Salut! Voilà. D'accord, merci Raphaël. Mais je t'en prie. C'était super. On va pleurer toute l'émission. C'est toujours un bonheur de te faire pleurer. Oh putain, que ça fait chaud. On y est, hein. On est au bled. Ouh, merci. Ah, non. Bon, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On se boit un petit verre? Voilà, on s'arrête là, je pense. Hein. Bah oui. C'est bon, c'est fin. Ça se mange sans faim. Mais si, c'est bon. Bon, moi je dis que c'est bon. Faut être sûr de soi dans la vie.